Notre formidable président sur l'Occitanie, et avec toute ton équipe des DCF Toulouse. Je sais que vous faites un boulot fantastique sur vos terres et j'aurais vraiment adoré passer la soirée avec vous. J'avais organisé mon déplacement à Toulouse, j'avais prévu d'aller voir des clients aujourd'hui, mais comme tu l'as dit Jean-François, la crise sanitaire en a décidé autrement. Mais sachez que je serai ravi de pouvoir vous retrouver physiquement très bientôt, dès qu'on le pourra. Et en tout cas, bravo pour cette initiative de nous rassembler, d'avoir aussi élargi et d'avoir invité les autres amis DCF à participer à cette soirée ce soir. Alors, Jean-François m'a demandé d'intervenir. Il m'a dit, écoute, je te laisse choisir le thème. Et la réflexion que je voulais partager avec vous en ce moment qui est un moment critique, puisque on sort, alors on n'est pas tout à fait officiellement sorti d'un deuxième confinement, mais en tout état de cause, on est dans une nouvelle ère de ce deuxième confinement. On espère bien avoir d'autres perspectives, on va en parler ce soir. Et donc, on voit à quel point, eh bien, pour nos dirigeants, dans les décisions qu'ils ont dû prendre depuis le début de cette crise, donc le début de cette année 2020, qui sera une année vraiment incroyable, une année singulière, dont on se souviendra toutes et tous à de maints égards. Eh bien, nous, cette année, c'était une année qui s'annonçait exceptionnelle pour le mouvement DCF parce qu'on s'était tous réunis physiquement au CESE, donc au Conseil économique, social et environnemental, au Palais d'Iéna, pour fêter nos 90 ans, puisque notre mouvement a été créé juste après la crise de 1929. Et donc, c'est pendant ces 90 ans qu'il doit traverser une autre crise que nous traversons toutes et tous, qui est cette crise sanitaire. Et on voit bien que dans cette crise, il y a deux enjeux qui sont probablement des enjeux qui, en tout cas, se sont opposés, en tout cas des décisions qui ont dû être prises, puisqu'on a parlé notamment d'arbitrage entre le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, et on a dit d'ailleurs qu'un certain nombre d'arbitrages avaient été en faveur du ministre de la Santé. Et donc, je pense qu'à tort, et d'ailleurs depuis le début de cette crise, on a opposé la santé et l'économie. Et moi, ce soir, j'aimerais partager avec vous des réflexions pour qu'on puisse concilier la santé et l'économie. Et évidemment que la santé de nos concitoyens est un élément essentiel, puisque on parle de notre vie, de notre humanité, et donc c'est important. Mais j'aimerais aussi essayer de vous démontrer ce soir que eh bien, l'économie, c'est également la santé. Alors, pour démarrer cette présentation, je voudrais vous raconter une anecdote. Une anecdote, alors, je l'ai lue pas ce dimanche, mais dimanche dernier, c'était le 22 novembre, dans la tribune d'Hervé Gattegno, qui est le directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Et justement, il anticipait les annonces du président Macron qui sont intervenues le 24 novembre pour desserrer les taux. Et il démarrait son éditorial par cette citation de James Carville, qui était le conseiller du président Bill Clinton quand il était président des États-Unis. Et James Carville disait, déclarait « It's the economy stupid », voulant dire eh bien, c'est l'économie qui compte en douille. Alors, il n'avait pas à gérer une crise sanitaire, mais évidemment, vous savez à quel point les anglo-saxons, et particulièrement les Américains, sont hyper centrés sur l'économie. Et cette citation, elle est importante puisque depuis de nombreuses reprises, ce qui a déterminé l'élection ou la réélection du président de la République aux États-Unis, c'était la santé économique. Il y avait deux critères importants, c'était le taux de chômage et le prix du baril de pétrole, enfin en tout cas le prix de l'essence aux États-Unis. Et si le chômage avait baissé et si le prix du pétrole était bas, eh bien le président avait beaucoup de chances d'être réélu. Et c'est finalement peut-être la première fois avec l'élection de Joe Biden contre Donald Trump, eh bien qu'on dit que ce n'est pas tellement Biden qui a gagné l'élection, mais c'est Trump qui l'a perdu avec beaucoup de voix, c'était très très serré, mais il l'a perdu à cause de la gestion de la crise sanitaire. Donc, au travers de cette affirmation, c'est l'économie qui compte en douille, eh bien probablement que les présidents européens, Emmanuel Macron, Boris Johnson, qui lui a été atteint par le Covid et qui a changé aussi de vision, en tout cas Angela Merkel, et puis le président italien, au même titre que beaucoup de présidents de l'Union européenne, auraient pu dire ce qui compte finalement, c'est
pas tant l'économie, c'est la santé. En tout cas, on voit bien que les décisions qui ont été prises ces derniers mois ont été dictées par des impératifs de santé en disant mais finalement, c'est la santé. Et le président français a même, vous vous en souvenez de cette expression, il a dit c'est la santé, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, il l'a répété, il l'a répété lors de sa dernière intervention. Donc on voit bien qu'on a ces deux tendances qui s'opposent. Alors, très rapidement, cette crise sanitaire, d'abord, elle a été mondiale. Bien sûr, elle a démarré en Chine, on était dans le déni. J'en parlais encore avec un client ce matin, il me disait, mais toi, quand même, vous êtes très fort en Chine, vous auriez dû vous douter que cette crise, enfin, vous aviez des signes faibles, vous avez des signes annonciateurs, pardon. Et c'est vrai que cette crise, on a pu penser naïvement qu'elle resterait concentrée sur cet immense, non pas pays, mais continent qu'est la Chine. Mais cette crise, elle a touché 62 millions de personnes qui ont été contaminées dans le monde. Il y a déjà 1,45 million de morts. Et rappelons-le, plus de 50 000 en France. Et elle est vraiment mondiale. On voit à quel point aujourd'hui on vit dans un monde global, puisque ce virus, il ne s'arrête pas au travers des frontières. Et comme les populations bougent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a confinés, eh bien, c'est plus de 180 pays qui ont été touchés. Donc une crise mondiale d'une ampleur sans précédent. Et d'ailleurs, on peut se réjouir finalement de ce virus qui est un virus sacrément robuste, mais néanmoins, sa létalité est assez, finalement, elle touche plus particulièrement les plus de 65 ans. Et heureusement, parce que vous imaginez qu'avec autant de personnes contaminées, il y aurait eu, si finalement les jeunes ou les gens plutôt en bonne santé ont résisté à ce virus, il y aurait eu probablement beaucoup plus que 1,45 million de morts sur les 62 millions de personnes qui ont été touchées. Et là, ça aurait été vraiment une lame de fond. Alors, c'est vrai que j'aime bien montrer ce graphique. Je vais vous le commenter, vous le voyez. Il explique le nombre de décès attribués au Covid-19. Alors souvent, on donne les morts en valeur absolue, mais ce qui est important, c'est de les comparer sur 1 million d'habitants. Et finalement, le pays qui a été le plus touché pour l'instant, c'est la Belgique, puisque la Belgique, il y a 1388 morts pour 1 million d'habitants. Et vous voyez que dans ce graphique-là, la France, elle est en 15e position. Donc, on pourrait se dire, finalement, c'est pas mal, parce qu'en France, il n'y a eu que 740 morts pour 1 million d'habitants. Et on voit qu'effectivement, c'est moins que… On voit d'ailleurs à quel point l'Amérique latine a été très, très touchée. Vous voyez, le Brésil, le Mexique, le Chili. Alors, les États-Unis, c'est vrai qu'on dit que les États-Unis, ça a probablement coûté l'élection à Donald Trump. C'est vrai que les mesures n'ont pas été aussi homogènes, aussi uniformes qu'en France. C'est dû aussi à la taille de ce pays et à son mode de gouvernance avec les États américains. Mais on peut aussi considérer finalement que la différence entre le chiffre de 788 morts pour 1 million d'habitants aux États-Unis à comparer avec celui de la France, l'écart n'est pas très important. C'est-à-dire qu'on en a eu un peu moins, mais ce n'est pas non plus du simple double. Et finalement, en pourcentage, il est assez faible. Alors, il y a aussi les pays qui ont fait mieux. La Suède, qui n'a jamais confiné, 670 morts pour 1 million d'habitants. Les Pays-Bas, vous voyez, la Belgique et les Pays-Bas, 552 morts. Donc, la Belgique et les Pays-Bas, c'est deux pays qui se touchent. Et puis, nous, on peut aussi se comparer avec d'autres pays frontaliers comme la Suisse. La Suisse, c'est 546, donc c'est beaucoup moins que la France. Et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 155 morts pour 1 million d'habitants. Donc, moi, l'idée là, ce n'est pas de dire que ce qui était fait en France n'a pas été efficace, parce que sur le graphe que vous avez à droite, on voit que les deux confinements, notamment le premier, mais le deuxième aussi, ont permis de réduire massivement le nombre de personnes qui ont été hospitalisées, et a fortiori ceux qui sont en réanimation, et donc le nombre de morts. Mais finalement, on voit qu'il n'y avait pas de solution miracle dans cette crise, et que certains pays ont des positions plus dures, plus fortes, mais dans la réalité, alors, mis à part un peu la Belgique, le pays, l'Espagne, l'Espagne très touchée, pourtant l'Espagne aussi a confiné, alors qu'ils ont confiné trop tard, l'Italie, mais finalement, bon, on fait mieux que certains, mais on fait aussi bien moins que d'autres, et avec, on va le voir, des conséquences économiques qui sont là aussi très hétérogènes. Voilà, donc là, l'idée, c'était qu'on puisse prendre un peu de recul avec les chiffres sur la réalité de la façon dont ce virus a touché notre pays et qu'on puisse se comparer avec d'autres pays qui ont pris des décisions qui ont quelquefois été les mêmes que les nôtres, mais quelquefois ont été un peu différentes avec des résultats qui sont contrastés. En tout cas,
heureusement d'ailleurs, on voit quand même que ces 2 confinements ont fait baisser drastiquement le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en réanimation. Et vous voyez que sur la 2e vague, heureusement, il y a eu plus d'hospitalisations, mais moins de gens en réanimation. Voilà. Alors, parce que cette soirée elle est aussi placée sous le signe de l'espoir, c'est vrai qu'on voit enfin, et d'ailleurs assez concomitamment à notre 2e confinement, enfin, à toute fin de la 3e semaine du confinement, on a vu qu'il y a eu des laboratoires qui se sont manifestés et qui ont annoncé la sortie de crise avec des vaccins qui, pour certains, devraient arriver assez rapidement. On parle de la fin de l'année ou plutôt du début de l'année prochaine. Et on voit que l'économie a réagi très, très vite. Parce que vous vous souvenez que la bourse a fait un bond incroyable. Une action comme celle de JCDecaux, elle a pris plus 40% en 24 heures dès lors que l'annonce du vaccin a été publiée. Parce qu'on voit tout de suite que ça crée de l'espoir et que ça annonce enfin la sortie de crise pour un certain nombre d'activités qui ont été très touchées par cette crise. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, il y a eu un impact sanitaire fort qui a été, et on peut là aussi féliciter nos soignants qui ont été absolument remarquables, et tout notre système de santé qui a fait en sorte que l'impact soit le plus faible possible, dans des conditions souvent très très difficiles, particulièrement au début, où il n'y avait pas de masque, on ne savait pas grand-chose sur ce virus. Mais quand on regarde les séquelles, alors beaucoup de Français ont été sauvés grâce à nos soignants, mais les séquelles, elles sont aussi économiques. Parce que notre produit intérieur brut, il va chuter de 11% en France. Alors, on avait un peu d'espoir, parce que l'économie avait, enfin, en tout cas, la croissance avait bien repris au 3e trimestre, à la suite du 1er confinement. Mais évidemment, l'annonce de ce 2e confinement a fait en sorte qu'on pouvait espérer avoir une chute du PIB inférieure à 10%. Malheureusement, d'après les derniers indicateurs que l'on a, elle sera supérieure et autour de 11%. On en reparlera tout à l'heure, mais évidemment, le taux de chômage est reparti fortement à la hausse. Il va refranchir la barre des 10%, alors qu'on était quasiment en dessous de la barre des 8%. On ne sait pas encore combien les chiffrer, mais on sait qu'on aura, en tout cas, c'est un tsunami de dépôt de bilan qui est en vue en 2021. Donc, certaines entreprises ne résisteront pas à l'impact incroyable, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place pour essayer de colmater les brèches. Et puis la situation de nos finances publiques va être terrible. La dette publique va au total concerner plus de 120% de notre PIB. On avait passé la barre des 100%, on s'était dit, et là, de 100%, on va passer à 120%. Et puis, vous pouvez imaginer qu'avec tout ce qui est mis en place, que ce soit en matière de santé ou de chômage partiel, eh bien, vous pouvez imaginer l'état de nos comptes sociaux, celui de l'UNEDIC pour le chômage, alors que là aussi, la situation s'était beaucoup améliorée. Les comptes de la sécurité sociale, là aussi, ils s'étaient beaucoup améliorés. Et là, eh bien, le déficit va s'envoler. Et puis, celui des caisses de retraite. Donc, tout ça annonce quand même des jours, des années, peut-être des dizaines d'années extrêmement difficiles. Donc, cette crise, elle aura été peut-être contenue d'un point de vue sanitaire, mais elle va générer, et ça c'est une évidence, des séquelles économiques. Alors, je ne cherche pas à dire qu'il ne fallait pas prendre les mesures sanitaires qui ont été prises, mais en tout cas, c'est de considérer qu'il y aura des séquelles, il y a déjà, et il y aura des séquelles économiques extrêmement fortes. Alors, puisqu'il faut parler d'espoir et de redressement économique, parce que c'est bien ce qui nous anime au quotidien, comment on peut sortir au plus vite de cette crise. Moi, je voulais ce soir vous redire à quel point, alors ce virus, j'ai voulu faire un parallèle, ce virus, il attaque beaucoup les poumons. Eh bien, le vrai poumon de notre économie, c'est la fonction commerciale, et je vais essayer de vous le démontrer. D'abord, parce que le commerce, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le commerce, c'est la vie. Et là, je voudrais parler du commerce, de la vitalité du commerce et de l'industrie qu'il y a derrière chaque commerçant. Deuxièmement, je voudrais vous parler, parce qu'on a parlé du chômage, de l'insolente santé de la fonction commerciale. C'est incroyable qu'au cœur de cette crise sanitaire et de cette crise économique, eh bien, vous allez voir qu'on n'a quasiment jamais recherché autant de commerciaux qu'aujourd'hui. Et puis et Jean-François l'a dit en introduction, la vidéo des DCF que nous avons réalisée il y a déjà un peu plus d'1 an vous montre aussi à quel point notre métier est en profonde, c'est déjà beaucoup transformé, et la crise, elle va accélérer sa transformation. Alors, je voudrais d'abord dire que le commerce, c'est la vie. Et je pense,
Et là, moi, en tout cas, j'ose le dire, en tant que président des dirigeants commerciaux de France, mais aussi en tant que dirigeant d'une entreprise privée, que s'il a été extrêmement difficile de prendre des décisions politiques, et je ne veux absolument pas jeter la pierre aux gens qui nous gouvernent, je pense que le fait de maintenir pendant ce second confinement les commerces dits, d'ailleurs un mot qui est lourd de sens, non essentiels, a été une erreur. Une erreur économique, parce que certains ne s'en remettront pas, parce que quand vous êtes fleuriste, que vous avez 50 ans, vous êtes fleuriste, que vous avez déjà subi de plein fouet la première crise, le premier confinement, et que vous étiez en train de vous redresser, eh bien, vous n'allez pas devenir demain un ingénieur en intelligence artificielle. Donc, vous allez connaître de grandes difficultés. Et on sait qu'on a beaucoup de nos commerçants qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Alors là, ils se battent pour redresser les choses, mais ils ont des stocks, ils ont des loyers, ils ont des charges, les soldes vont arriver très très vite et donc il y aura des conséquences économiques. Mais je pense que c'est aussi une erreur politique. Et là, je voudrais citer l'essayiste Maxime Tandonnet, qui, dans l'édition du Figaro du 17 novembre, disait « L'injustice faite aux commerçants menacés de ruine pourrait faire basculer l'appréciation des Français à l'égard de la réponse de l'État à la crise sanitaire. Nos compatriotes supportent de plus en plus mal d'être infantilisés et constatent autour d'eux les effets catastrophiques du confinement sur l'économie productive et l'emploi. » Parce que tous ces commerçants, ils permettent la distribution de nombreux produits. Mais ces produits, ce sont les produits de notre industrie, culturelle, de notre industrie dermocosmétique pour les parfumés qui sont restés fermés, de notre industrie d'ameublement, pour l'industrie du prêt-à-porter, qui est une industrie qui est fracassée par cette crise, et de beaucoup d'industries. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, souvent en France, que derrière chaque commerce, il y a une industrie qui est derrière. Donc, il y a l'impact sur les commerçants, mais il y a l'impact sur tous les fournisseurs. Et évidemment, c'est le cas dans la restauration et c'est le cas dans l'hôtellerie. Et on en parlera un peu plus tard, je crois, lors de la table ronde. Et tout ça alors que, objectivement, est-ce que c'est vraiment dans les commerces dits de proximité? J'ai horreur de ce nom de petits commerçants. Tu sais, il n'y a pas de petits commerces, il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de petits directeurs commerciaux. Il y a des entreprises de taille différente et il y a des commerces de périphérie, il y a des commerces de proximité. Mais objectivement, ces commerces, ils avaient mis en place des protocoles sanitaires qui étaient déjà des protocoles de très grande rigueur. Et qui peut dire aujourd'hui que le virus s'était développé dans le commerce de proximité? Personne. Donc, je pense que c'était une erreur. Et puis, il y a un autre rôle. Il y a le rôle, évidemment, économique du commerce. Mais le commerce, ce n'est pas seulement l'économie. Le commerce, c'est aussi la vie sociale. Nos villes, une ville sans commerce est une ville morte. D'ailleurs, c'est pour ça que nos élus locaux là, ont fait de graves erreurs ces dernières années, en délaissant souvent, en laissant les villes se dévitaliser, puisqu'aujourd'hui, il y a des politiques de revitalisation, en développant du commerce beaucoup en périphérie. Alors que la ville, elle s'est construite autour des marchés. La ville médiévale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et d'ailleurs, la photo que vous voyez à droite est une photo de Toulouse, la ville, c'est un espace social, c'est un espace de liberté. Ce n'est pas seulement un espace marchand, et ça l'est depuis le Moyen-Âge. Donc, il y a ce rôle social fondamental qui a été mis à mal dans les décisions qui ont été prises dans ce second confinement. Alors ça, c'était pour parler du commerce. Le commerce, c'est la vie. Deuxièmement, je voulais vous parler de l'insolente santé de l'emploi dans la fonction commerciale. Et là, on a ce paradoxe qui est que d'un côté, d'après toutes les analyses qui nous parviennent, en 2020, avec cette crise, c'est énorme, hein, on va perdre. Alors, c'était 800 000 avant le second confinement, ça sera probablement 1 million d'emplois. Entre 800 000 et 1 million d'emplois qui vont être perdus. C'est un drame, particulièrement pour notre jeunesse, parce que le taux de chômage des moins de 25 ans va atteindre le seuil de 25%. C'est-à-dire qu'il y a un jeune sur 4 qui va se trouver au chômage. Alors qu'à côté de ça, vous voyez les chiffres qui apparaissent, il y a le baromètre ADECO, qui était donc ADECO Group, qui publie un baromètre, c'est un rapport national. Et dans ce rapport national, eh bien, ADECO Group nous dit qu'il y a 43 300 postes de commerciaux à pourvoir là au 4e trimestre 2020. C'est-à-dire qu'on a démarré au mois d'octobre, il y avait 42 315 postes. Et quand on additionne, parce que c'est dans
c'est dans le chiffre de ce baromètre. Vous les avez derrière. Quand on additionne, voilà, vous avez le top 20 des métiers les plus recherchés. Ce n'est pas un document qui émane des DCF, donc on ne cherche pas à faire du prosélytisme. C'est un document qui est issu du baromètre Adecco Group. Le premier métier le plus recherché, c'est le métier de commercial. Le troisième, c'est celui de vendeur. Et le 20e, c'est celui de chargé de clientèle. Quand on additionne 42 315 plus 40 429 plus 7 188, on est à plus de 80 000, on est à 100 000. Donc nous, on a toujours eu l'habitude de dire au DCF qu'il y avait en permanence en France 150 000 postes de commerciaux à pourvoir en permanence. Et là, au quatrième trimestre 2020, au cœur d'une crise sans précédent, on est encore à 90 000. Donc, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on voit bien que les métiers que recherchent les entreprises, c'est d'abord des métiers de commerciaux. Et ça, c'était Adecco Group. Quand on regarde ce que dit l'APEC, évolution 2019-2020 du nombre d'offres d'emploi cadres publiées sur APEC. Voilà. Là, vous avez la part dans l'ensemble des offres d'emploi publiées sur l'APEC. Et qu'est-ce que vous voyez? À quasiment 25%, devant tous les autres métiers. Les métiers qui sont recherchés sont les métiers commerciaux et marketing. Mes chers amis, qui nous faites l'amitié d'être avec nous ce soir, combien d'entre vous ont entendu des décideurs, autres que ceux des DCF, le dire de manière aussi forte? Est-ce que le ministre du Travail, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, voire même le ministre de l'Économie, qui pourtant se démène, on le sait, le Premier ministre, combien de nos élus, combien de journalistes disent, mais attendez, il y a 1 million, ça nous le dit, on nous le répète à longueur de journée. Combien de fois on dit, mais il y a 100 000 postes de commerciaux à pourvoir tout de suite? Est-ce qu'on le dit? Alors on dit qu'on cherche aujourd'hui des gens dans la santé, on dit qu'on cherche des gens dans l'informatique, c'est vrai, mais regardez, pas du tout en ligne avec commercial et marketing. 25% des offres d'emploi de cadre sont dans nos fonctions à nous. Donc nous, on le dit. Et on le dit d'autant plus, et c'est le troisième élément que je voulais partager avec vous, et Jean-François l'a dit aussi en introduction, nos métiers sont méconnus. Alors c'est notre raison d'être à nous les DCF. Parce qu'effectivement, Didier l'a dit, les DCF se sont créés au lendemain de la crise en 1929, au cœur de la crise de 1929. Grave crise économique, c'est au moment où les forces de vente commençaient à se constituer dans les entreprises, où on était après les deux révolutions industrielles, après la Première Guerre mondiale, et donc notre fonction s'est structurée au début de ce siècle. Et les DCF sont nés et se sont développés très très vite, au moment où il a fallu structurer la fonction commerciale. Et là, eh bien, cette crise, elle va accélérer la transformation de nos métiers. Parce que nos métiers se sont et vont continuer à considérablement se transformer. Parce que l'image du commercial, qui était celui du début du siècle, et même celui, on va dire celui du XXe siècle, c'était celui qui amenait l'information. C'était celui qui faisait les transactions. C'était celui à qui on passait commande. Le commercial du XXIe siècle, il va être beaucoup moins dans la transaction. C'est plus lui qui va faire la transaction. La transaction, de plus en plus, ce sont des plateformes qui vont répondre à d'autres plateformes. Le commercial du XXIe siècle, c'est celui qui va, on va le voir, mais co-construire des solutions à forte valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation de nos modèles économiques. Et le commercial, c'est celui qui agit de plus en plus en amont. Parce que la vraie question, alors ça en France, et ça on nous l'a là aussi depuis le début de cette crise, il faut retrouver notre souveraineté industrielle, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. Mais la vraie question, est-ce qu'il faut continuer à vendre ce que l'on a préalablement produit? Ça, c'était le modèle du XXe siècle. Au XXe siècle, c'était le modèle des révolutions industrielles. C'était que voilà, la production de masse, c'était Taylor, c'était Ford. On produisait les produits, après on disait aux commerciaux, maintenant, ton boulot, je l'ai produit, c'est à toi d'aller le vendre. Et donc, le commercial, effectivement, il prenait sa sacoche de vente et il allait vendre les produits qui avaient été préalablement produits. Or, quand on réfléchit bien, c'est déjà le cas dans le service, mais c'est de plus en plus le cas dans l'industrie. Aujourd'hui et demain, on ne produira quasiment plus que ce qui aurait été préalablement vendu. Et ça change tout. Et vous le savez bien à Toulouse. Parce que, alors oui, l'industrie aéronautique, elle est très touchée par ce qui se passe. Comme nous, chez JCDecaux, on est très touchés par ricochet parce qu'on a 180 concessions d'aéroports dans le monde entier. Et vous doutez bien que quand le trafic aérien il est à moins 60, moins 70, quelquefois moins 80%, bah forcément,
la crise aéronautique, les avions, ils volent moins et donc, du coup, les compagnies aériennes sont en difficulté. Je voudrais quand même vous donner 2 signes d'espoir. D'abord, en Chine, le trafic domestique, il a repris. Il est quasiment, voire même, on a des jours où le trafic domestique aérien, il est plus fort qu'avant la crise. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a parlé du PIB tout à l'heure. Sachez que la Chine sera avec une croissance du PIB cette année. Alors certes, de plus 1,29%, mais quand nous, on sera à moins 11%, la Chine sera à plus 1,29%. En Chine, aujourd'hui, le trafic domestique, il a repris. Aux États-Unis, c'était le week-end dernier, je crois, le week-end du Thanksgiving. Le trafic aérien a été très bon. C'est-à-dire que les Américains, trafic inter, les Chinois, ils ont fermé. Il y a très peu de vols qui arrivent de l'extérieur. Les États-Unis ont fait de même. Mais dans ces énormes continents, le trafic domestique, il repart de manière très, très forte. Donc, l'industrie aéronautique, dès que le vaccin sera là, vous allez voir que c'est une industrie qui va repartir très, très vite. Et chez Airbus, vous le savez, vous doutez bien que chez Airbus, on ne produit pas des avions, on produit les avions que John Leahy hier, et maintenant les personnes qui l'ont remplacé à la direction commerciale d'Airbus, ont vendu. Pourquoi? Parce que Airbus ne produit pas tout à fait les mêmes avions aux compagnies asiatiques, aux compagnies du Middle East, qu'aux compagnies européennes. Parce que les avions, si vous voyez juste sur Qatar Airways ou sur Etihad, eh bien, vous verrez que les avions, le même Airbus, il n'est pas configuré de la même façon que les Airbus qui sont vendus aux compagnies chinoises ou aux compagnies européennes comme Air France. Donc, ça prouve bien que ce qui anime la production d'Airbus, la production aéronautique dans votre territoire, c'est parce que des commerciaux ont vendu des avions en amont. Et que si les commerciaux vendent moins d'avions, la production industrielle, elle va baisser. Donc, ça veut bien dire que c'est la vente qui déclenche la production. Et ça veut dire que si en France, on veut retrouver de la souveraineté économique, oui, bien sûr qu'il faut des ingénieurs de très grand talent, mais il faut aussi des ingénieurs commerciaux de très haut niveau, à très haut niveau. Et donc, puisqu'en France, ça y est, on est reparti dans un plan de relance efficace de la production industrielle. Mais ce plan, il est formidable. Mais ce plan, il ne fonctionnera que si on développe l'intelligence commerciale. Que s'il s'accompagne dans les entreprises de force de vente qui vont aller gagner des parts de marché contre nos concurrents du monde entier, européens ou non européens. Alors, je n'ai pas assez de temps ce soir pour vous expliquer le concept de l'intelligence commerciale, mais vous pouvez retrouver des vidéos sur notre site internet. L'intelligence commerciale, très vite, c'est la conjugaison de 3 compétences qui sont aujourd'hui indispensables et complémentaires pour être efficaces. L'expertise, très haut niveau d'expertise, parce qu'aujourd'hui, nos clients sont hyper informés, de l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire de la capacité à adresser les marchés, et puis de l'intelligence émotionnelle. C'est la conjugaison du savoir-faire et du savoir-être. Et c'est ça, comme l'a dit Jean-François, que l'on veut développer dans les écoles de commerce, mais aussi dans les écoles d'ingénieurs. À Polytechnique, il faut, à Centrale, aux mines, aux arts et métiers, il faut développer l'intelligence commerciale. Parce que c'est comme ça qu'on va produire de manière intelligente des solutions à forte valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, la définition de la vente, elle a changé. Vendre aujourd'hui, c'est plus faire des transactions. C'est co-créer des solutions à forte valeur ajoutée. Parce que la valeur aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans le service. Encore un chiffre que je voudrais vous donner. La consommation, consommation mondiale, elle a été multipliée par 30 de 1970 à nos jours. Et on voit bien que cette accumulation de richesses, aujourd'hui, elle va se ralentir. Pourquoi elle va se ralentir? Parce qu'on va droit dans le mur, parce qu'il n'y a plus les ressources naturelles. Et qu'on a face à nous un enjeu qui est un enjeu qui s'impose à nous, qui est l'enjeu de la transformation environnementale. Parce qu'on va devoir réduire de manière drastique nos gaz à effet de serre. Sinon, c'est l'avenir de l'humanité, pas l'avenir de la Terre, mais l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Donc, on a cet enjeu face à nous. Et on voit bien que chacun d'entre nous, ou les entreprises, travaillent aujourd'hui leur raison d'être. Et qu'il va devenir indispensable pour chacun d'entre nous de produire moins, mais de produire mieux. Et de créer de la valeur autrement. Et créer de la valeur autrement, c'est justement de développer des services, d'être moins dans l'accumulation, dans la transaction, mais d'être beaucoup plus dans le service. On voit bien que dans nos modèles économiques, ce qui va créer de la valeur, plus probablement que la simple production, que la simple possession, ça va être les services et les services ajoutés. Parce qu'il va falloir qu'on compose avec des ressources qui ne sont plus illimitées, dont on sait maintenant qu'elles ne le sont pas illimitées. Et donc, il va falloir, et regardez l'ingéniosité incroyable, regardez les opportunités nées de l'économie circulaire.
C'est absolument incroyable. On n'a pas assez de temps pour en parler ce soir, mais en tout cas, la vente, la révolution commerciale, elle va non seulement, c'est non seulement elle qui va permettre la révolution de la production, mais c'est elle qui va permettre la révolution environnementale. Et finalement, hop là, mon PowerPoint est bloqué, voilà. Et c'est pour ça, pardon, juste pour finir, que notre objectif depuis le début de l'année, depuis le début de cette crise au sein des DCF, notre leitmotiv, on vous remercie par avance de bien vouloir le relayer avec nous, vous l'avez vu, face à ces enjeux économiques, face à la situation du marché de l'emploi, face aux enjeux industriels, face aux enjeux environnementaux, on va encore en parler dans quelques secondes, il est impératif qu'on soit en capacité de former chaque année 100 000 commerciaux, mais 100 000 commerciaux d'élite. Et notre ambition à nous tous, et c'est ça qu'on veut incarner, nous on veut incarner la nouvelle génération de commerciaux Made in France. Bien sûr qu'il faut qu'on relance le Made in France, bien sûr qu'il faut qu'on relance la souveraineté française, nationale, européenne. Bien sûr qu'il faut qu'on développe le Made in France, le Made in Europe, avec des exemples comme celui d'Airbus pour peut-être faire demain un géant de la data européen, un géant de la santé, pourquoi pas. Mais on ne le réussira que si on réussit cet enjeu de former 100 000 commerciaux, de développer l'intelligence commerciale. Parce que pour conclure, j'ai essayé de vous démontrer ce soir que l'économie, c'était aussi la santé. Parce que cette crise, elle va créer des séquelles économiques, sociales qui vont être dramatiques pour un certain nombre d'entre nous, de nos entreprises, de nos jeunes, sur le marché de l'emploi, quels que soient les secteurs d'activité, quelles que soient les tailles d'entreprise. Et qu'il est impératif, évidemment, de concilier les enjeux de santé, mais aussi de concilier les enjeux économiques. Parce que l'économie, c'est la santé. Et de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des pays qui non seulement font mieux du point de vue de la santé, mais qui font mieux du point de vue de l'économie. Parce que je vous ai cité le chiffre de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne, ce n'est pas au bout du monde. L'Allemagne, c'est juste de l'autre côté du Rhin. C'est à la frontière de la France. Et l'Allemagne, eh bien, l'Allemagne, elle fait 150 morts pour 1 million d'habitants, quand la France en fait 788. Et quand la France va baisser son PIB de moins 11% cette année, eh bien, l'Allemagne, elle ne va baisser que de moins 6%. Donc, elle a su, comme d'autres pays, comme la moyenne de la zone euro d'ailleurs, elle a su mieux concilier ses objectifs de santé qui sont essentiels et ses objectifs économiques. Parce qu'il va falloir redémarrer. Et comme nous, on a démarré cette crise en étant dans un moins bon niveau de santé économique que l'Allemagne, parce qu'on avait beaucoup plus de déficit, eh bien, on voit qu'on est beaucoup plus atteint. Donc, ça aurait été mieux d'aborder cette crise en bonne santé. On l'a fait alors qu'on était convalescent. On commençait à aller mieux. Et bam, 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 cette maladie, cette crise, elle nous a fait mal et elle va nous faire mal d'un point de vue de la santé. Parce qu'aujourd'hui, notre enjeu en tant que dirigeant, ça va devenir l'art de concilier. L'art de concilier, je vais commencer par ça, la performance sociale et la performance sociétale. Parce que, évidemment, il ne peut pas y avoir de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale, s'il n'y a pas de performance sociétale. Et c'est bien les deux, l'économie et le social. La performance économique d'un côté et la performance sociale. C'est pour ça que le dialogue, il est essentiel dans nos entreprises. Mais aussi avec cette performance environnementale, parce que là, on n'a plus le choix. Parce que là, on a un mur devant nous. Et donc, ce que je voulais exprimer ce soir avec vous, c'est cet enjeu formidable qui est le nôtre aujourd'hui. C'est d'arriver à concilier ce qu'on présente trop comme inconciliable. Alors qu'il n'y a pas de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale. Mais demain, il n'y aura pas de performance économique s'il n'y a pas de performance environnementale. Et les hommes et les femmes dans les entreprises ne s'engageront que s'ils savent que l'entreprise a une bonne raison d'être et que ce qui sera produit, la création, la valeur ajoutée qui va être produite, eh bien, le sera dans une logique de performance environnementale. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous toutes et à vous tous ce soir. L'art de concilier d'un côté la santé et l'économie. Et notre ambition, eh bien, c'est qu'en tant que dirigeants commerciaux, nous soyons à la fois le moteur du redressement économique en formant des commerciaux, mais pas les commerciaux du passé, en formant la nouvelle génération de commerciaux made in France, de commerciaux qui vont être au cœur de ces enjeux pour mieux concilier l'économie, la santé, le social, l'économie, l'environnemental et l'économie. Voilà l'enjeu, voilà l'opportunité qui est devant nous. Reconnaissez qu'elle est difficile, mais qu'elle est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Muller.
Alors, je me permets de reprendre la parole pour faire le lien avec les questions-réponses avec la salle. Bonsoir à toutes et à tous. Mais simplement une ou deux questions pour enchaîner après sur la table ronde. Et après, Jean reprendra, parce qu'il y a beaucoup de questions parmi le public, une fois qu'on aura la partie interactive avec la table ronde. Alors, première question, peut-être rapidement. Est-ce que la crise a changé les techniques de vente ou est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'elle va les changer, selon vous? Ah, c'est vrai, il me faudrait. Oh, j'ai combien de temps? Bon, je pense que elle va accélérer un certain nombre de transformations. Alors, si je devais vous en citer une, c'est celle que j'ai essayé d'évoquer, c'est que je pense que jamais l'IT, jamais les investissements informatiques ne vont être aussi importants dans nos métiers. Voilà. Parce qu'il faut accélérer regardez, un exemple tout simple. Je prends du commerce de proximité. On a jamais autant parlé du click and collect. On s'aperçoit aujourd'hui que nos commerçants, ils doivent aussi être capables de réaliser que les grandes plateformes de e-commerce, qu'elles soient internationales ou américaines comme Amazon, Alibaba qui arrive, qui est l'équivalent d'Amazon en Chine, ou les Cdiscount ou Fnac Darty. Donc, dans le B2C, eh bien, il va falloir accélérer. Aujourd'hui, c'est le meilleur du deux mondes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller dans les magasins pour avoir une vraie expérience, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire du click and collect. Et dans le B2B, c'est la même chose. Dans le B2B, les transactions vont s'automatiser. Et c'est des plateformes qui vont acheter à d'autres plateformes. Parce que la valeur ajoutée, la création de valeur dans nos métiers, elle va moins être dans la transaction, mais beaucoup plus dans l'accompagnement en amont. Et donc ça, cette crise, elle va, comme toutes les crises, elle accélère les transformations qui sont en cours. Donc, les techniques de vente fondamentales, pour moi, ne vont pas changer. Nos fondamentaux sont toujours là. Et notamment ce que nous, on appelle l'intelligence émotionnelle, parce que justement, cette crise, elle va remettre la relation au cœur de l'équation commerciale. Mais il va falloir qu'on cohabite entre l'intelligence artificielle d'un côté, les data prédictives qui vont nous aider à mieux identifier, mieux cibler, être plus impactants dans nos échanges, dans nos interactions avec nos clients. Mais finalement, la relation, ça va être le liant. Ça va être le liant. Dans une logique moins de vente, d'achat et de vente, mais plus de co-construction. Voilà. Je pense que ça, c'est l'élément fondamental qui va être accéléré par cette crise. Très bien, on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Une dernière question rapidement. Quels sont les secteurs qui recrutent des commerciaux, à votre avis? Alors, à ma connaissance, vraiment, quand on analyse tous les secteurs, parce qu'il y a les secteurs qui vont bien, et donc eux, ils veulent accélérer, d'accord. Mais il y a aussi les secteurs où ils se disent, oh là, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas essayé de faire tout ce qu'elle pouvait en matière d'économie, en disant je vais couper, je vais couper, je vais couper. Et je pense que tout ce qui pouvait être coupé a été coupé. Et moi, je le vois bien, puisque même les médias, le marché publicitaire en France, il va perdre 25%. Donc, les dépenses publicitaires ont été coupées à l'ordre de 25%. Vous imaginez, c'est énorme. Et qu'à un moment, il n'y a pas d'autre solution que de sortir par le top line. Et le top line, c'est le chiffre d'affaires, et le top line, c'est les commerciaux. Donc, les entreprises qui ont difficilement survécu à la crise ont besoin de repartir très vite. Parce que là, il faut aller très, très vite, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et donc, tous les secteurs, à ma connaissance, tous les secteurs, alors la distribution, bien sûr, il y a toujours mais tous les secteurs. Et je vais vous donner cette anecdote qui m'a fait beaucoup de peine. C'est qu'on était en discussion, on était en interaction avec l'Éducation nationale dans le cadre de notre concours qui est DCF Challenge, qui est un concours qui est ouvert chaque année à 10 000 étudiants, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et ce concours, on l'a transformé pour le rendre plus digital, plus interactif, plus collectif. On expliquait notre challenge à l'Éducation nationale, à la direction des sciences de la gestion. Et quand on leur faisait part de toutes ces ambitions, on disait, mais vous savez, aujourd'hui, dans l'Éducation nationale, nous, les sciences de la gestion, on est un peu recalés parce qu'aujourd'hui, tout est fait sur la production. On veut relancer la production. Mais attendez, je veux dire, si vous relancez la production, mais qu'il n'y a pas les commerciaux, les entreprises qui veulent produire, le secteur industriel, ce que voulait dire l'Éducation nationale, c'était le secteur industriel. Là, maintenant, le tertiaire, c'est, on met de côté, et c'est le secteur industriel. Il faut relancer le secteur industriel. Mais on ne relancera pas le secteur industriel sans les commerciaux. Ce n'est pas possible. Donc, tous les secteurs recrutent.
Très bien, Jean, merci beaucoup. Il y a d'autres questions, on va les revoir tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec la deuxième partie de cette soirée DCF et évidemment avec la table ronde. Alors, comment bien préparer cette année? Quelles sont les bonnes raisons d'espérer? Quels changements de société pouvons-nous attendre? Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos invités de ce soir. Je vais leur demander d'ouvrir leur caméra et leur micro. Et nous sommes en compagnie de Nadia Pelfik, vice-présidente de la région Occitanie. Bonsoir. Le micro arrive pour. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. À vos côtés, il y a donc Thomas Fontini d'Esprit Pargou et vice-président du MEDEF de Haute-Garonne. Bonsoir Thomas. Bonsoir à toutes et tous. Et Patrice Lassalle de GL Events et Toulouse Événements. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Bien, on va enchaîner sur évidemment cette table ronde. Avant de commencer sur les perspectives, vous savez que c'est la grande thématique de ce soir, on va peut-être regarder dans le rétroviseur, pas à très long terme, mais à court terme, avec des données sur ce dernier trimestre de l'année. Et Nadia Pelfik, peut-être que là-dessus, vous allez pouvoir nous aider, nous renseigner. Est-ce que vous avez des indicateurs à nous communiquer sur la santé économique de cette région Occitanie? Oui, enfin, je dois dire que pour une table ronde qui doit créer de l'espérance, les indicateurs ne sont pas forcément la meilleure manière d'entrer en matière. Sur les indicateurs, on est sur une économie qui est en récession de près de 10 points. On a d'ores et déjà perdu un peu plus de 55 000 emplois en région Occitanie, avec un taux de chômage qui est très fortement accru, plus de points, alors qu'on était en repli sur l'année 2020, pour la première fois de manière assez nette. Donc, on a un tableau assez sombre à l'instant où je vous parle. Il peut être éclairé un peu plus positivement parce que nous avons connu néanmoins sur l'ensemble du territoire national et en Occitanie un rebond de croissance important au troisième trimestre 2020 avec près de 12 points en matière de rebond. Ce qui nous montre d'une part que l'économie peut repartir relativement vite. Et je salue le propos du président Müller tout à l'heure qui a indiqué qu'il fallait effectivement que ça soit rapide. On a la capacité de pouvoir l'être, mais c'est une question de confiance. Parce que dans les indicateurs positifs, on a aussi l'épargne forcée cumulée par nos concitoyens et concitoyennes. On est sur une épargne forcée à hauteur de 100 milliards d'euros. On sait donc que cet argent est disponible. Néanmoins, il faut que ça soit éclairé de manière positive parce qu'autrement, quand il y a de l'anxiété, c'est comme le climat des affaires. S'il n'y a pas de confiance, les gens ne dépensent pas, puisque on a d'ailleurs constaté qu'il y avait des petits matelas, puisqu'il y a moins d'argent en circulation, moins de liquidité. Et du coup, on revient à une manière d'épargner, on va dire, extrêmement classique qu'on avait quitté il y a quelque temps. Dans les indicateurs que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, il y a le fait que la Banque centrale européenne a rehaussé son plan de sauvetage à 1 350 milliards d'euros et que l'Union européenne l'a augmenté également à 750 milliards d'euros. Pourquoi c'est important pour nous, ces indicateurs? Parce que quand il y a de l'argent qui est débloqué et qui coule plus facilement, l'argent est moins cher. Et quand l'argent est moins cher, on l'a vu sur ces 3 dernières années, avant qu'on soit confronté à cette terrible crise, ça fait baisser les taux de crédit à la consommation, les taux immobiliers, et ça fait aussi repartir les marchés. Mais au moment où on se parle, je salue vraiment l'initiative des DCF que de réussir à nous projeter dans l'avenir. On travaille en tant que politique publique sur des éléments de relance, mais à la réalité, pour beaucoup de nos concitoyens, on demeure dans une situation de gestion de l'urgence et pour beaucoup de nos entreprises, nous sommes bien encore dans la gestion de l'urgence avant celle de la relance. Merci beaucoup Nadia, on va revenir sur les projets avec vous tout à l'heure dans quelques instants. Je voudrais faire réagir Thomas Fontini sur ce qui vient d'être dit. Thomas, en tant que vice-président du MEDEF de Haute-Garonne, est-ce que déjà vous confirmez un petit peu la tendance qui a été présentée par Nadia et également les chiffres, un petit peu le contexte général de Jean tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors moi, en plus, dans mes responsabilités au MEDEF, j'ai tout ce qui est tourisme, événementiel, alimentation et sport. Donc, autant vous dire que j'ai les sujets les plus touchés en ce moment, ou quasiment tous. Ouais. Donc, je confirme tout ça et on est vraiment pour le moment dans une gestion de crise, comme vient de le dire Nadia, où on essaie de trouver des solutions et dans une position un peu sécurité. Et
Et pour certains, il faut beaucoup d'agilité pour imaginer l'avenir, mais ceux qui arrivent à se projeter seront sans doute, même dans un environnement très délicat, seront sans doute ceux qui auront le plus d'opportunités par la suite et le plus de réactivité au redémarrage. D'accord, donc plus de réactivité, c'est un état d'esprit quelque part. Ben, c'est un état d'esprit. Je lis souvent en ce moment les philosophes et surtout ceux qui avaient… qui n'avaient pas besoin de socle et qui se nourrissaient de la mobilité, comme Aristote par exemple. Et en fait, il y a une phrase d'Aristote que je garde beaucoup qui est on n'est pas responsable de ce qui arrive, mais de ce que l'on en fait. Et paradoxalement, je lis des philosophes, mais je suis issu du rugby aussi. Et il n'y a pas que des philosophes au rugby. Hein. Mais par contre, ça nécessite une grande technicité, une grosse préparation. Et quand on n'est pas bien, eh bien, on se retranche sur ses fondamentaux pour essayer de relancer derrière. Voilà. Donc, il y a aussi des notes d'espoir possibles si on arrive à passer ce moment-là. Patrice Vassal, vous lisez des philosophes en ce moment, vous aussi? Non, je ne les lis pas, mais j'apprends à le devenir. Parce que si les chiffres qu'on vient d'entendre au niveau de l'Occitanie consolidés sont évidemment le reflet de la réalité, il se trouve que dans mon métier, dans notre filière, qui est la filière événementielle, les parcs expo, les palais des congrès, etc., on est à l'arrêt en fait depuis le mois de mars. Et je vous parle d'espoir après, mais je vous fais un constat rapide. On a dit, donc nous, la réalité économique, c'est qu'on fait moins 80% de chiffre d'affaires sur une année 2020, avec des conséquences à long terme, parce que la visibilité qu'on a dans nos métiers habituellement, ce n'est pas à 1 mois ou à 2 mois, c'est plutôt à 2, 3, voire 4 ans. Et Nadia Pelfig a parlé tout à l'heure d'une reprise qui ne pouvait se faire qu'avec de la confiance. Et nous, c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que sur un marché international, il n'y a aucune confiance à court terme. Et quand je dis court terme, je parle de l'année 2021. Si bien qu'aujourd'hui, nous, on a une visibilité très claire sur notre activité, c'est que nos plannings sont vides jusqu'en septembre 2021. Donc, quand bien même on aura une reprise qui devrait s'amorcer assez rapidement le jour où on pourra rouvrir, dans notre industrie, en fait, l'inertie est beaucoup plus longue, ce qui fait qu'on va rester à l'arrêt plus longtemps. Le président Muller l'a dit tout à l'heure, effectivement, on est sur des activités en fait, qui sont parmi… Alors, souvent, on entend ce discours de la part des gestionnaires de discothèques, mais nous, c'est pareil. On est les premiers à l'arrêt et on sera les derniers à reprendre, je pense. Donc, par contre… Alors, on va sûrement y venir là, Martin, mais sur l'espoir, moi, vraiment, j'écoutais avec grand intérêt les propos de Jean Muller sur l'intelligence commerciale, parce que ce que l'on constate, c'est qu'on a dû gérer une crise et de l'urgence. Et donc, nos clients, on a dû être avec eux 2 fois plus que nous le sommes en temps normal. Premier point. Et deuxième point, je pense que dans l'intelligence commerciale, il y a un mot qu'il faut intégrer, c'est la bienveillance aussi. Parce qu'on est aujourd'hui dans une relation qui a complètement changé. On n'est plus uniquement dans le commerce. On est vraiment dans une nécessité d'intégrer cette dimension bienveillance, ce qui nous fait revenir sur des aspects de prise en compte en fait, de toutes les parties prenantes. Mais on est tous interconnectés dans le commerce aujourd'hui. Et vraiment, merci pour les propos liés à l'intelligence commerciale et à sa dimension, bien sûr, d'expertise, mais aussi de savoir-être, qui me semble, enfin en tout cas, que je vis au quotidien comme déterminante. Et si demain, nos entreprises reprennent et sont encore là, ça sera en grande partie grâce à nos commerciaux. Alors, si je dois puisqu'on parle dans les philosophes, si je pars en paraphrase là au-dessus, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est un petit peu ça? Oui. Complètement. Ouais. Thomas, c'est ça? Oui, ouais, Thomas? Je valide complètement. Ouais. Je pense que ça nous a forcé à aller chercher à travailler sur nos points faibles et à chercher des forces supplémentaires. Et Patrice a très justement parlé de rapprochement et de bienveillance, et je crois qu'on l'a été autant avec nos équipes qu'envers nos fournisseurs ou clients. D'accord. Jean, finalement, il y a quand même une vraie remise en cause à la fois du métier, de la fonction commerciale, Patrice en a parlé, et c'est plutôt une remise en cause positive quelque part. Oui, je crois que, bon, d'abord, enfin, on parlera, il y a quand même, d'abord,
il y a des signes d'espoir, il y a des signaux faibles positifs, hein, on va en parler tout à l'heure. Et puis, les commerciaux, c'est eux qui doivent porter l'optimisme dans les entreprises. Parce qu'il y a aussi un élément qui est assez paradoxal, c'est que quand tout va bien, finalement, on pense que les commerciaux, c'est moins important parce que le business, on a l'impression souvent dans l'entreprise que ça se fait un peu tout seul parce que il y a de la croissance, donc il y a de la demande, donc finalement, bon, je crois qu'il n'est pas important, mais son rôle n'est pas aussi important que quand on est en période de crise. Alors là, les regards se tournent vers les commerciaux parce qu'on voit le chiffre d'affaires qui s'est effondré et on se dit, mais waouh, on ne peut pas, il faut que ça redémarre très, très vite. Et donc, les regards se tournent plus facilement vers les commerciaux. Et donc, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour à la fois montrer que le rôle, il est essentiel et puis surtout, pour ceux qui ne s'intéressaient peu ou pas suffisamment à la fonction, c'est de montrer le rôle qu'ont les commerciaux et le rôle dans cette transformation. Et moi, je vois effectivement, je pense que pour la fonction commerciale, en tout cas, cette crise va accélérer sa transformation de manière positive. Voilà. Et je pense que l'enjeu fondamental, c'est de faire comprendre, d'un point de vue économique, que le rôle et la place de la fonction commerciale dans la chaîne de valeur des entreprises, il est totalement en train d'arriver en amont. Voilà. Et que plus, finalement, les commerciaux seront impliqués en amont, plus, finalement, leur rôle va être important, fondamental et riche, donc passionnant. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur le mode projet maintenant pour 2021, les raisons d'espérer. Et puis, Nadia Pelfik, je vous redonne la parole. Est-ce qu'il y a des projets, justement, que porte la collectivité qui vont pouvoir accompagner l'élan attendu des entrepreneurs? Il y a déjà, oui, la réponse est oui. Des projets qui sur la commande publique. Vous savez, en période de crise, il faut activer le levier qui est celui de la commande publique. Que ce soit dans des projets immobiliers, donc sur l'activité des travaux publics, le bâtiment, mais aussi parce que quand vous installez une infrastructure, derrière, il y a des équipements et de l'activité qui est générée. Et donc, on a plusieurs projets très structurants, mais qui doivent s'inscrire de notre point de vue aussi sur des trajectoires d'avenir durables pour favoriser l'émergence de nouvelles filières ou faire consolider des filières existantes en région. Tout le monde connaît la filière aéronautique et sa force en région Occitanie. Nous savons néanmoins que nous sommes là sur une perte d'activité aux alentours de 50% de production, ce qui est énorme. De toutes les crises, celle de 73, celle de 2006, de 2008, on était sur des pertes d'activité entre 5 et 10%. Donc, elle est inédite, cette crise, même sur une filière qui est résiliente. Et nous savons que lorsque ça reprendra, parce que je suis persuadée qu'il y aura des avions dans le ciel demain, ou à 2-3 ans, on va dire, dans les chiffres que nous avons connus jusqu'à maintenant. Par contre, nous savons que ça ne reprendra pas de la même manière parce que cette crise a fait aussi émerger de la part des citoyens un certain nombre d'attendus de transition, de transformation qui sont aujourd'hui absolument nécessaires au regard de la crise climatique que nous connaissons, au regard de la crise de confiance et notamment dans les institutions que nous connaissons. Et donc, il s'agit pour nous non pas de décréter la reprise d'une filière, mais de l'action publique, de poser des trajectoires qui permettent qu'elle soit soutenue durablement. Et c'est en l'espèce pour l'avion permettre que l'aéronautique décarbonée soit une réalité. Et quand on parle de décarbonation de l'avion, on parle notamment de la mobilisation de nouvelles sources d'énergie telles que l'hydrogène vert. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons annoncé la mise en œuvre du projet Technocampus hydrogène sur le site de Francazal près de Toulouse, qui est un projet à 40 millions d'euros, qui mobilise ce qui me semble être ce qui est la bonne recette pour demain, c'est-à-dire à la fois un tissu public académique de chercheurs, c'est à peu près 5000 m² dédiés à la recherche fondamentale, et à côté et en partenariat, des industriels et leur structure de R&D. Et je crois qu'une des solutions à trouver dans les périodes qui viennent, c'est d'avoir de l'actionnariat privé et public et de l'hybridation des lieux. Et je trouve que sur cette hybridation des lieux, c'est là que nous devons aussi tirer des enseignements positifs de cette crise, sur la manière dont on a
su modifier assez rapidement notre organisation du travail. Les commerciaux qui allaient en présentiel chez les clients systématiquement ont vu aussi des niveaux de productivité augmenter, alors que le rapport humain est très important dans ce métier, mais parce que nous avons réussi, et regardez ce que nous faisons ce soir, à utiliser aussi le digital de manière appropriée, c'est-à-dire sur mesure. On n'est plus dans le prêt-à-porter du digital, où il n'y a pas d'attention particulière donnée à nos interlocuteurs et interlocutrices, et les commerciaux ont su utiliser ça très fortement, et même, je vais vous dire, aujourd'hui, vu la perte des marchés qu'on a sur l'aéronautique, il y a des impacts sur l'ingénierie et sur le numérique, et donc sur le stock de travail qu'ils ont à mettre en œuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour remplir les cahiers et les charges, les commandes pour nos entreprises? Nous avons déployé une force de commerciaux qui vont chasser les marchés aux États-Unis et en Amérique du Nord, parce que nous avons ici des ingénieurs qui sont bilingues, qui sont disponibles, très formés et parfois moins chers que les Américains. Et donc, nous sommes en mode offensif. Il nous faut être sur les deux fronts, du défensif, et grâce à nos commerciaux qui ont des gros niveaux de technicité, être en capacité d'aller adresser des marchés là où notre marché à nous se réduit et se resserre, et donc continuer à aller à l'international quand tout le monde dit que c'est fermé. Donc, des projets qui stimulent la commande publique, il y en a beaucoup, mais je ne veux pas monopoliser la parole, et dire qu'il faut être aussi en mode offensif. Et je rejoins le fait que, y compris pour moi, c'est une attractivité renouvelée sur les métiers de commerciaux et de commercial, parce que ce seront les positions avancées de la reconquête de nos marchés, et que c'est à travers leur visage, à travers leurs compétences et à travers leur optimisme sur les trajectoires où ils pourront avancer les compétences et la force d'un écosystème que nous irons pied à pied gratter des points de croissance, et ça signifie dans les territoires le maintien ou la création de nouveaux emplois. Alors, je vais faire réagir Thomas Fontini par rapport à ce qui vient d'être dit déjà. Thomas, un commentaire, une réaction, et puis également revenir aussi sur la perspective 2021, les bonnes raisons qui, selon vous, qu'on peut avoir pour espérer. Alors, bon, je suis complètement en phase avec Nadia sur le côté offensif, sur l'importance des commerciaux, sur les compétences aussi qu'on a, et sur la présentation du président Jean Muller, que j'ai adoré d'ailleurs, bravo. Moi, ce que je dis, et là je refais un parallèle avec le sport, mais en fait, quand on est un sportif de haut niveau, on a toujours un point fort et des points faibles, et on maintient son point fort et on travaille ses points faibles pour qu'ils deviennent un peu moins faibles. Et donc, pour garder une note opportune, pour garder une bonne note, cette période-là nous a permis de travailler sur nos points faibles. Par exemple, en ce qui concerne nos métiers, on a beaucoup digitalisé, on a travaillé sur la commercialisation, on a même recruté des commerciaux, parce que justement, on s'est dit qu'il fallait être présent en ce moment, qu'il fallait communiquer et communiquer positivement, qu'il fallait aller justement dans le développement durable et aller accentuer ça, c'est-à-dire qu'on avait des stratégies sur tout ce qui était renouvellement, consommation énergétique, écologie, RSE et tout ça, qui étaient des stratégies à 3 ans qu'on a accomplies en 8 mois. Et on a aussi travaillé énormément sur la partie commerciale. On s'est attelé à essayer de se donner de la visibilité sur la suite. Par exemple, avec le Meet, avec Patrice Vassal, on a répondu à l'appel d'offres qu'on a gagné, mais on a travaillé derrière avec toutes les équipes de GL Events sur la suite et comment on pouvait encore améliorer, profiter de ce temps mort pour améliorer la suite. Et donc, je pense qu'il y a quand même des raisons d'être ambitieux sur la suite, d'être optimiste. Moi, je crois qu'on peut avoir aussi une relance un peu forte aussi. Quand on est entrepreneur, on a toujours un peu le scénario dramatique et on se cale sur le scénario dramatique. Mais par contre, je pense qu'on est tous prêts aussi à réagir plus vite si ça décroche un peu mieux. Donc voilà. Et donc, ça, c'est plein de raisons de rester optimiste. Il y a un plan de relance, France Relance, qui est un gros pavé à lire. Honnêtement, ça fait 2 week-ends que je m'y mets. Je ne vais pas finir
il y a beaucoup de choses, mais il y a des points intéressants sur la suite. Je m'appuie beaucoup sur les institutions aussi et sur leur visibilité, sur leurs projets, parce que je pense qu'il va falloir se caler là-dessus aussi. Donc moi j'ai bien envie d'être optimiste, honnêtement, hein. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'être optimiste. Patrice. Alors, sur l'optimisme, on est obligé de l'être de toute manière. Mais ce que je voudrais dire, qui sont vraiment des éléments tangibles qui nous permettent de voir la vie un peu plus heureuse dans les mois et les années qui viennent, c'est que si on doit parler d'une infrastructure comme le MIT, qui est donc un nouveau parc expo, nouveau centre de convention qu'on installe sur un territoire et qui a vocation vraiment à être un poumon économique pour son territoire, aujourd'hui, sur les années 2022, 23, 24, 25, l'activité commerciale continue. C'est-à-dire qu'on a encore des projets qui viennent. Donc, en termes d'espoir, on peut quand même voir que les organisateurs internationaux continuent à vouloir organiser de grands événements et de grandes rencontres d'un point de vue international, faire venir des gens de la planète entière. Donc, je pense que de ce point de vue-là, nous, on a toutes les raisons de continuer d'espérer. Et puis le deuxième volet que je voudrais vous partager avec vous, c'est plus une expérience, parce que moi j'appartiens au groupe GL Events qui est également présent donc un peu partout dans le monde, et notamment en Asie. En Asie, où on a une très grosse unité et beaucoup de salons qui sont organisés. Et alors, contre toute attente, ces dernières semaines, on a un peu fait le bouton on-off. C'est-à-dire qu'on a recommencé à faire des salons. Et moi, j'ai pu le constater aujourd'hui. Dans les centres commerciaux, c'est la ruée en ce moment. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ce week-end ou aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est digne d'un samedi pour juste vous dire ce à quoi j'ai pu assister. Mais tout ça pour vous dire que les salons, notamment les salons grand public, il est assez probable, si ça suit ce que l'on voit pour les centres commerciaux, que du jour où on relance les salons, eh bien le public soit dès à présent présent, quoi, et vienne sans crainte vraiment pour participer à ces salons. On se rend compte que j'ai vu quelqu'un mettre dans les commentaires quelque chose de très juste, c'est que du jour où on va ouvrir la possibilité de voyager, les gens vont tout de suite se ruer pour aller prendre l'air et recommencer à consommer. Indépendamment peut-être de l'épargne qui a pu être faite, je pense que le besoin de rencontre physique est toujours là et risque d'être un peu exacerbé, en tout cas dans les premiers mois où on va avoir la possibilité de recommencer nos activités. Nadia, je vous voyais acquiescer par rapport à ce que disait Patrice. Oui, c'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, lorsqu'il sera permis de rouvrir nos établissements, je pense que les clients seront au rendez-vous. Y compris pour le contact humain. C'est-à-dire que nous, en Occitanie, on essaie de faire, par exemple, que dans le domaine du commerce et de l'artisanat, nos habitants consomment dans ma zone et qu'on propose une plateforme qui permette qu'ils achètent dans leur zone plutôt que sur la grande plateforme de e-commerce dont les impacts en matière d'emploi ou en matière fiscale nous échappent très largement. Pour autant, je pense que lorsqu'il sera permis et possible de re-rentrer en relation les uns avec les autres, ils seront au rendez-vous de la consommation. Mais j'espère, malgré tout, que les transformations qu'on a dû mettre en place, et notamment la digitalisation qui se fait à marche forcée. Il y a quelques mois, lorsqu'on interrogeait un certain nombre de TPE, de PME sur leur volonté de se digitaliser, on avait quand même un taux de réponse relativement faible sur les outils déployés. Et on avait des plans de numérisation, de digitalisation qui s'étalaient sur plusieurs années. Nous avons connu une formidable accélération et moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions conjuguer présence physique et le fait d'adresser de nouveaux marchés grâce à la transformation digitale qui s'est enclenchée à marche forcée. Ça me semble extrêmement important qu'on ne perde pas de vue qu'on a une capacité d'élargir nos marchés en présentiel, comme on dit, comme en distanciel, puisque ces nouveaux mots sont apparus dans notre vocabulaire. Après, moi, je tiens quand même à avoir, à la présence de Patrice, un mot particulier pour le secteur événementiel.
Parce que ce que nous disons s'applique à beaucoup d'activités, y compris moi, je suis certain que les gens retourneront au resto dès que ça sera possible, dans les bars dès que ça sera possible, avec beaucoup de plaisir. Mais effectivement, l'événementiel, un événement ne se crée pas du jour au lendemain. Vous ne dites pas, ça y est, vous pouvez venir au Mythe pour accueillir le congrès qui a commercialisé tant de stands, etc. Et nous avons derrière ces métiers de l'événementiel beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et il nous appartient à nous, autres filières, autres secteurs ou puissances publiques, d'être très réactifs au moment où sera ça possible pour attirer des congrès, des conférences, des événements, des salons, et être en capacité, y compris d'aider les entreprises, pour faire l'achat de stands. Moi, ce que je mets en œuvre aujourd'hui en région Occitanie, c'est que, au-delà des salons à attirer, dès lors que les entreprises qui auront encore des trésoreries faibles pourront réexposer, refaire des salons, je sais qu'il faut que je leur octroie du soutien de la subvention publique pour qu'ils puissent faire de l'achat de stands et aller sur les salons organisés au Mythe. C'est-à-dire que c'est une chaîne de valeur qu'il nous faut étudier et anticiper pour pouvoir être bon le moment venu. Donc, c'est une question de timing, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que dès que c'est prêt, il faut pouvoir aller très vite, très fort, très rapidement. Oui, puis c'est une question puisque mon ami Thomas Fantini était d'humeur philosophique puisque le là a été donné. Vous savez, il y a le philosophe Alain qui a un aphorisme que j'aime beaucoup à utiliser qui dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Là, typiquement, moi, je pense que s'agissant des métiers commerciaux, s'agissant de gens qui veulent faire avancer leur territoire, l'immobilisme est impossible, l'attentisme est impossible, la colère l'est tout autant dans une société extrêmement fragmentée. En tout cas, les politiques doivent apaiser, mais ils doivent anticiper. C'est-à-dire prévoir des crédits pour ceux qui devront aller à l'international réexposer à l'export, c'est-à-dire consolider les trésoreries, renforcer les hauts de bilan avec des instruments financiers et faire en sorte que les milliards qui nous sont annoncés dans le plan France Relance soient bien utilisés sur les territoires. Moi, je vous le dis très clairement dans une négociation qu'on a avec le gouvernement, la région Occitanie, c'est un peu plus de 7 points de PIB national. Je n'envisage pas une minute que nous récupérions moins de 7% des aides nationales qui existent. Mais pour ça, il faut se battre pied à pied et il faut être en capacité d'accompagner les entreprises là où elles sont ensevelies par les soucis dans le dépôt de dossier pour qu'ils soient éligibles et qualifiés et qu'on ait un taux de succès sur les dossiers retenus dans les financements de soutien aux filières qui soit le plus important possible. Thomas Fontini, est-ce que justement cet effort d'accompagnement qui est présenté par Nadia, aujourd'hui au sein du MEDEF, est-ce qu'on est aussi dans la même optique? Est-ce qu'on se dit, bon, mais voilà, il va falloir accompagner les entreprises, la puissance publique locale est présente également. Est-ce qu'il y a déjà des stratégies qui sont mises en place pour 2021? Oui, complètement. Bon, là, je vous avoue qu'on est quand même très axé en ce moment sur le soutien aux entreprises et sur la communication, l'information, le décryptage des nombreux décrets qui arrivent et, pour essayer d'accompagner au plus juste l'ensemble des acteurs. En plus, on est une nouvelle équipe puisque nous, on a été élus au mois de septembre. Même si on avait anticipé, on se retrouve aujourd'hui dans une position où on a du mal à parler de l'avenir à certains, mais plutôt à les soutenir. Je vois que Nadia Pelfig a enchaîné sur le côté philosophique et ces mots me donnent aussi beaucoup d'espoir puisque je vais citer autre chose, mais le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Et je vois qu'elle a beaucoup d'audace pour aller négocier, pour défendre sa région et on la remercie. Et donc à nous aussi d'avoir une réflexion et beaucoup d'audace sur la suite, d'aller un peu à l'encontre de nos peurs, mais plutôt d'essayer d'envisager l'avenir de meilleurs auspices et donner des solutions. Et c'est aussi ce à quoi on s'attelle au MEDEF 31. C'est essayer aussi de donner de l'avenir, des connexions entre nous et DCF ce soir, c'est un exemple parfait. C'est qu'on essaie tous de se fédérer, de travailler ensemble. On a parlé du calendrier de l'Avent qui a été mis, mais tout le monde s'est mobilisé fortement. Et je crois que aussi un des points positifs, si on peut dire, entre guillemets, de cette période-là, c'est qu'on s'est tous mobilisés, on s'est tous fédérés et on s'est rapprochés et on a essayé de travailler ensemble sur l'avenir. Voilà. Et en plus, on s'est aussi rapproché des institutions, ce qui n'était pas le cas de tout le monde.
Et du coup, avec le MEDEF aussi, on essaie de rapprocher un peu tous nos adhérents de tout ce qui se décide au niveau des institutions pour qu'ils aient une visibilité un peu plus globale, une visibilité à plus long terme et qu'ils puissent envisager des solutions dans leur activité et avoir un peu plus, là aussi, d'optimisme dans leur activité. Très bien. Alors, puisqu'on parle justement des relations entre les associations, les entreprises et les collectivités, j'en profite pour prendre au banc une question du public, une question à l'attention de Jean Muller, sur quelles sont les actions que font les DCF auprès des ministères. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a du lobby de la même manière que la région peut monter au créneau au niveau de l'État? Est-ce que les DCF font de même? Est-ce qu'il y a du travail de lobby auprès des ministères? Jean. Oui, alors c'est un vaste sujet. Oui, enfin, le lobbying, il faudra en donner une définition. En tout cas, nous, on est un mouvement totalement apolitique. Voilà. Et nous, on est à la disposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit perçu par les différents ministères comme des opportunités. Donc, j'ai personnellement écrit, comme je le fais. D'ailleurs, je profite pour dire à Nadia Pelsi que votre présidente a été ministre du Commerce et de l'Artisanat et qu'elle nous a reçus en son temps à Bercy et ses successeurs n'en ont pas fait. Et on lui a remis en main propre le manifeste pour le développement de la culture commerciale. Et je vois qu'au travers de vos actions territoriales pour aller vendre l'Occitanie sur les marchés, eh bien, elle a su insuffler auprès de vous ce souffle de l'intelligence et de la culture commerciale. Donc, je vous en félicite. Et donc, malheureusement, ses prédécesseurs, que j'ai de manière républicaine félicité lorsqu'ils ont pris, parce que le gouvernement de M. Castex est quand même assez récent, leur nouvelle fonction, je leur ai dit, écoutez, voilà, nous, on est là pour vous aider à faire en sorte qu'on puisse former 100 000 commerciaux made in France pour être un acteur de redressement économique. Bon, ils ont probablement fort à faire. Pour l'instant, ils ne se manifestent pas, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave. Et que c'est à nous, comment dirais-je, de créer les conditions. Par exemple, je vous donne des exemples très concrets. C'est que des petites victoires. Et ça, vous savez, quand on est dans les territoires, on sait exactement que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, on s'est dit qu'il faut développer l'intelligence commerciale dans les grandes écoles. Jean-François Lascaux, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de l'École supérieure de commerce de Toulouse et il développe un programme sur l'intelligence commerciale. On a créé à l'ESCP Europe le certificat direction commerciale. Et donc, on en est à la deuxième promo, on l'a lancé il y a 3 semaines. On forme des directeurs commerciaux. C'est un programme de 8 jours qui est un programme certifiant. C'est un programme qui n'existait pas dans le catalogue de l'Executive Education. Et c'est vrai que c'est une bonne période pour se former en ce moment. D'ailleurs, il faut le dire aussi, il y a des aides gouvernementales très fortes sur la formation. Ça coûtait quasiment rien aux entreprises de former. C'était une vraie opportunité. Et donc, nous, il faut qu'on soit force de proposition, il faut qu'on soit présent pour mettre en place des formations. On a des DCF Challenge, on a complètement transformé notre concours pour être encore plus attractif. Et c'est le boulot de chaque association DCF de créer des liens avec les écoles, d'aller faire la promotion de DCF Challenge. Moi, je crois aussi beaucoup à nos actions avec les élus territoriaux. Et merci, Madame la Vice-Présidente, d'être avec nous ce soir et d'échanger sur ces sujets-là, parce que je crois que les initiatives locales, régionales, territoriales, elles sont plus concrètes. Et donc, on voit les effets plus forts. Mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Et notamment, je pense que ce dont on souffre d'un point de vue macroéconomique, ce qui a, depuis ces dernières années, freiné la croissance du PIB en France, quand le monde était en période de croissance économique, c'est le déficit de notre commerce extérieur. Il faut absolument, et c'est uniquement à cette condition qu'on relancera la production industrielle et qu'on regagnera de la souveraineté en matière de production industrielle. Et donc, pour ça, ce que la région fait, la région Occitanie fait, et on ne peut que s'en féliciter, il faut le faire au niveau national. Alors, il y a des choses qui existent, il y a Business France, il y a Atout France, mais peut-être, si vous me le permettez, d'être un peu… ceux qui me connaissent vont un peu me reconnaître, mais peut-être que dans ces missions-là, il faut mettre un peu moins de technocrates et mettre un peu plus de gens dont c'est le métier, vous voyez ? Et donc de commerciaux, tout simplement, voilà. De gens qui ont l'habitude, qui savent ce que c'est que d'aller identifier des marchés cibles, de savoir les adresser,
parce qu'ils sont dans des entreprises qui sont présentes dans 80 pays, par exemple, qui ont réussi, qui sont devenus des champions français à l'international. Voilà. Et donc, ça, peut-être que là, dans ces missions-là, il faut, en tout cas, nous, on est à la disposition, par exemple, de toutes ces actions. Ce que fait BPI est formidable. BPI, alors c'est une campagne qui était une campagne, va te faire voir, c'était le terme, c'était va te faire voir dehors ou va te faire voir ailleurs. Ouais. Ça voulait dire, il faut absolument qu'on ouvre et qu'on accompagne les entreprises pour aller chercher de nouveaux marchés. Donc voilà, c'est toute cette dynamique qu'on peut créer, mais ça part par, comme toujours, hein, je sais que vous êtes dans une région qui aime le rugby. Ben, le rugby, j'écoutais cette nuit, j'avais quelques petits problèmes d'insomnie, j'écoutais Fabien Galtier que j'aime beaucoup, et il expliquait, il disait, alors c'était avant qu'il soit entraîneur de l'équipe de France de rugby, il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est, les résultats sont quand même différents. Et il disait, plutôt que d'aller chercher des joueurs néo-zélandais qui sont en fin de carrière, qui savent à peine mettre un pied devant l'autre, eh ben cet argent-là, plutôt que de les payer, il faut le mettre dans la formation. Ouais, il disait ça. Et combien il avait raison. Donc aujourd'hui, il faut investir sur, évidemment, on sait qu'il faut investir sur les secteurs d'avenir et il faut investir plus que jamais sur notre jeunesse, sur la formation. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet actuellement dans nos écoles pour faire en sorte que chaque année, on sorte des commerciaux d'élite qui soient capables d'irriguer tout de suite nos entreprises, qui soient les commerciaux du 21e siècle, qui soient extrêmement agiles avec les technologies digitales, qui soient très agiles avec la data, qui soient très agiles avec l'intelligence artificielle, qui aient cette empathie, cette capacité relationnelle. Voilà ce qu'il faut faire. Donc nous, on est à la disposition de tout le monde et on veut se positionner, on doit se positionner comme une opportunité. Très bien. Alors, je ne vais pas faire réagir Thomas Fontini sur Fabien Galtier parce que je pense qu'on en a encore pour 4 heures. Par contre, sur la formation, c'est la dernière partie de cette table ronde, donc on va en parler maintenant si vous êtes d'accord, et notamment sur ces fameux emplois des jeunes. On en a beaucoup parlé, il y a une grande interrogation, voire une inquiétude sur l'emploi des jeunes pour 2021 et même après. Alors peut-être que Nadia Pefik, puisque c'est l'une de vos compétences à la région sur la formation notamment, comment est-ce que vous voyez cet emploi des jeunes sur 2021, 2022 et après? Martin, si vous m'y autorisez, peut-être un détour en réaction, puisqu'après tout, c'est un débat de ce qu'a indiqué Jean Muller. D'abord, vous remercier du clin d'œil à ma présidente de région, Carole Delga, et vous dire que j'espère que vous serez entendus dans les ministères, parce que, notamment sur la force d'expérimentation et la force de traction des territoires dans les réponses sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un combat que de faire entendre que la France n'est pas uniforme. Et c'est parfois aussi un combat de faire entendre que les illustres ouvrages des années 70 qui disaient Paris ou le désert français sont très très loin des réalités. Et qu'ici, on a des émergences qui sont innovantes, qui sont tournées vers l'extérieur, tournées vers le monde, et donc des forces sur lesquelles on peut s'appuyer, y compris pour promouvoir le Made in France et pour promouvoir le savoir-faire français. Deuxième point, sur la question de l'exportation. Oui, bien sûr qu'il faut s'appuyer et il y a des choses intéressantes qui sont faites. Mais surtout, il faut avoir la conscience que c'est ensemble qu'il nous faut avancer. En Occitanie, on a fait le choix de monter la team France Export Occitanie, qui est sous l'égide de la région, et nous étions ensemble, je crois, Martin Wenzal, pour la présentation de la team que nous faisons, où on trouve Business France, où on trouve notre agence régionale de développement économique, on trouve les CCI, qu'on a regroupé tous les permanents, les opérateurs opérationnels au sein d'un lieu qui s'appelle la Cité à Toulouse, qui est un grand lieu d'innovation qui est un lieu propriété région, mais avec nos équipes. Et en fait, c'est qu'une équipe. Ils n'ont qu'un dossard. C'est l'export France-Occitanie. Et ils sont hyper opérationnels et on leur demande, collaborateurs, fonctionnaires, commerciaux, de répondre à des objectifs chiffrés en termes de démarchage, en termes de marché arraché, en termes d'augmentation de croissance, la part de croissance au sein des entreprises qui se sont tournées vers l'international. Bref, il faut donner des objectifs, mais surtout, il faut être partenaire et former une équipe un peu soudée. Et c'est d'ailleurs aussi ça, et j'en viens à votre question, Martin, qui attire nos jeunes. Nos jeunes diplômés, aujourd'hui, ils nous ont fait savoir, il y a déjà quelque temps, qu'ils postulaient d'abord dans des entreprises dans lesquelles ils retrouvaient un certain nombre de valeurs,
en matière de bienveillance, d'optimisme, d'ouverture à l'international, de sensibilité sur les questions de transformation écologique, environnementale. Bref, ils ont aujourd'hui aussi des exigences avec une vision de leur vie professionnelle qui n'était pas la même que notre génération, que les générations précédentes, et qui parle en termes d'opportunités, en termes de mobilité, y compris professionnelle. Alors oui, il faut que, à cet effet, on fasse évoluer l'offre de formation. Et y compris récemment, j'avais un échange avec le lieutenant-colonel de gendarmerie de la région Occitanie, parce que nous souhaitons mettre en œuvre dans les plans de formation des sujets d'intelligence économique. Qu'il n'est pas possible de dire à nos commerciaux ou à nos autres entrepreneurs qu'il faut qu'ils soient vigilants sur la cybersécurité, et c'est exact qu'il faut l'être. Si jamais dans l'entreprise, de manière générique, il n'y a pas une sensibilité sur ce qui est finalement un chapeau plus large que la cybersécurité, que vous connaissez bien, cher Martin, qui comprend la question de l'intelligence économique. Ce qu'on attend aujourd'hui de collaborateurs dans une entreprise, et donc que nos jeunes apprennent avant de rejoindre les rangs de nos belles entreprises, c'est bien sûr les compétences, la technicité, c'était, mais c'est entendu depuis 5-6 ans désormais, le savoir-être, mais c'est aujourd'hui aussi une performance en matière d'intelligence économique, d'instinct qu'on trouve à la force de l'expérience, mais quand on sort de diplôme, qu'on doit nous enseigner, ou en tout cas au moins nous mettre l'accent sur le fait que ça fait partie des compétences qui sont désormais attendues de nous, en plus de la maîtrise de l'anglais ou de quelques langues à l'international. Et je crois aussi que c'est une manière d'envoyer un signal sur les métiers commerciaux qui montre le nombre de palettes de compétences en prise avec les changements du monde qui sont indispensables. Le monde change, les métiers changent et donc les formations doivent changer. Parce que nos jeunes sont au diapason d'une réalité sociale et notre devoir, c'est de les aider à être adaptés à cette société et performants pour qu'ils puissent s'y épanouir, puisqu'ils nous ont dit qu'ils ne travailleraient pour nos entreprises qu'à la condition qu'ils pourraient s'y épanouir. Bien, merci pour cette réaction, ce retour également. Patrice Vassal, pour vous faire réagir sur ce que vient d'être dit par Nadia, notamment par rapport à l'emploi des jeunes, est-ce que vous vous sentez, dans le cadre de la société évidemment que vous représentez, est-ce que c'est vraiment une constante que vous avez aujourd'hui ? Oui, alors il se trouve que mardi et mercredi, j'étais en jury d'examen pour une formation sur l'événementiel, une formation que je parraine depuis de nombreuses années. Et effectivement, sur la vingtaine d'étudiants qu'il y avait à peu près, la moitié se sont vus interrompre leur stage en cours de route et donc ont dû rebondir sur d'autres thématiques. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, l'emploi des jeunes. Toutefois, tous, sans exception, ont eu des notes d'espoir. Donc, je ne vais pas citer de phrase de philosophe, mais j'en ai quand même une à l'esprit sur l'ambition qu'il faut avoir dans la vie, tout simplement pour se dire que ces jeunes qui n'ont pas pu finir leur stage en entreprise ont quand même trouvé des thématiques pour rebondir. Et les principales thématiques qui sont revenues, elles sont liées au dynamisme du territoire, d'une part, et deuxièmement, de l'entreprise dans laquelle ils voudront un jour venir travailler. Et il se trouve que c'est vrai que nos métiers de la filière événementielle sont toujours un peu vus comme très tendance, un peu mode, un peu fashion. Mais je crois vraiment que, effectivement, les choix aujourd'hui vont pas uniquement se tourner vers un métier, mais sur aussi un écosystème et un environnement de travail. Et la région Occitanie, je crois, sur le coup, est plutôt en avance, si j'en crois les sondages qui sont faits à chaque fois sur l'intérêt porté au territoire pour faire ces études et pour la dynamique économique qui est derrière. Très bien, merci. Alors, il est 20h. Je vous propose maintenant de prendre les questions-réponses de la salle. Il y en a quelques-unes. Donc, on va essayer de répondre de façon un petit peu interactive. Par quoi je commence ? On va commencer par le digital. Peut-être une question pour Jean et également pour Thomas. Le digital est-il bien utilisé par les commerciaux ou bien y a-t-il encore des progrès à attendre ou à faire ? Alors, Jean, peut-être. Oui, bon, c'est difficile de répondre pour toutes les entreprises. Moi, je pense que la transformation digitale dans nos métiers, c'est une absolue réalité. Nadia Pelfig l'a dit. Ce que je constate, c'est qu'il y a de gros investissements en IT qui sont désormais faits
aussi dans les outils de transaction, on va vers la plateformisation, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une maturité aujourd'hui digitale dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, je croise autour de moi beaucoup de projets de transformation. Et on est en train de les identifier pour créer un comité d'experts au sein de DCF, de start-up qui sont spécialisés. Par exemple, moi, je viens d'équiper tous nos commerciaux d'une application qui s'appelle SalesApp. C'est une start-up française, SalesApp, qui fait des choses exceptionnelles. Donc, je crois que là, il y a en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, il y a une accélération de la transformation digitale. Et aujourd'hui, on ne peut plus impacter ses clients. D'abord, ce qu'on remarque, c'est qu'on apprend à travailler à distance. Ça aussi, ça a été dit ce soir. C'est-à-dire quand on peut se déplacer, on se déplace. Mais quand on ne peut pas se déplacer, on fait autrement. Deuxièmement, on sent que le temps consacré à l'échange, il a tendance à se diminuer. Donc, il faut être impactant, ce qu'on appelle l'élévateur pitch. On n'a pas beaucoup de temps pour faire la différence aujourd'hui. Donc, il faut avoir un esprit de synthèse très fort et il faut utiliser des outils modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller voir ses clients avec des vieux catalogues, ce n'est pas possible. On voit bien que même l'expérience, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est essentiel en B2C. Aujourd'hui, on veut pas seulement, on n'achète pas seulement un produit, on achète une expérience. On achète d'abord une expérience. Et également en B2C. Donc, je crois qu'il y a un travail considérable et que, en tout cas, il y a une maturité digitale qui va s'accélérer avec cette crise. Je voudrais simplement, si vous me permettez, revenir un tout petit peu en arrière pour dire quand même, parce qu'on a parlé d'espoir, on a parlé effectivement de cet optimisme de volonté. Je crois qu'il faut quand même, dans cet instant, considérer qu'il y a 3 éléments qui sont des sources d'espoir. Un, on a vu qu'au 3e trimestre, l'activité avait remonté très, très fort en France. Donc, nous, on est des Gaulois, et les Gaulois, alors, avec des côtés positifs, des côtés négatifs, par rapport aux anglo-saxons, on tombe plus bas, mais on remonte souvent très, très vite. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, chez JCDecaux, on a lancé un plan qui s'appelle la remontada. Alors là, c'est plus en référence à un match de foot qu'un match de rugby. Mais il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Voilà, mais la remontada, c'est effectivement d'accélérer la remontée du chiffre d'affaires. 2, il y a quand même l'espoir de ce vaccin. Tant qu'on n'avait pas de vaccin, voilà, on ne voyait pas de sortie de crise. Alors, j'imagine, je ne suis pas un scientifique, j'imagine que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, qu'il y aura peut-être plusieurs vaccins, il y en aura qui seront peut-être plus efficaces que d'autres, qu'il y aura des gens ciblés, alors qu'on voit bien aussi les Gaulois qui disent nous, on est le pays qui va être le plus réfractaire sur les vaccins, etc. etc. Mais quand même, ça a suscité un vent d'optimisme incroyable. D'abord sur les marchés financiers, mais c'était déjà important, et ensuite pour tout le monde. On voit enfin une sortie de crise avec ces vaccins. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Et puis, le dernier, qui là aussi doit nous donner de grands signes d'espoir, c'est que, je rebondissais par rapport à la question du digital et de la transformation, c'est de voir quand il y a une crise, quand il y a une situation d'urgence, la créativité et l'ingéniosité. Parce que là, et là aussi, pardon, je vais faire référence à Fabien Galtier qui disait dans son intervention que j'écoutais il y a quelques heures, il disait les mercenaires de l'innovation, les 7 mercenaires de l'innovation. Les 7 mercenaires de l'innovation, c'est on ne l'a jamais fait, c'est pas possible, on ne va pas y arriver, etc. Et là, on a vu que des choses qui étaient le télétravail, non, ça ne marche pas le télétravail, ça ne marchera jamais. Faire des interactions à distance, ça ne marchera pas. Faire des conférences à distance, non, mais nous, les commerciaux, on veut du réel. Et tout un tas de choses qui n'étaient pas possibles le sont devenues, presque par magie. Parce que quand on est au pied du mur, il faut savoir réagir. Et donc, il y a un élan de créativité, d'ingéniosité. Et là, nous, on est fort. Et là, nous, parce qu'on est des créatifs, on est des latins. Donc, et là, nous, on est fort. Et je pense qu'on voit la transformation. Moi, j'ai des copains qui ont des concept stores et ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de site internet. Ils ont créé des e-shops. Ça va accélérer la transformation digitale des commerces. Ça va accélérer tout un tas de transformations. Donc, il y a un niveau de créativité, d'ingéniosité qui est incroyable. Nous-mêmes, au sein de notre association des DCF, nous, on faisait plus de 10 000 événements par an. Vous imaginez, des événements qui n'étaient que des événements physiques. On s'est transformé. Et puis, on a fait des webinars, puis on a fait des webconférences, puis on va faire des masterclass. Et puis, on va faire notre assemblée générale. On ne savait même pas que c'était possible. On va faire une assemblée générale à distance. Bon, croyez-moi, dès que ce sera possible, on va faire des événements physiques. Mais on va devenir, en tout cas, dans nos événements, on sera hybride. Voilà. Et forcément, vous parliez de la transformation de l'industrie aéronautique. Fallait-il une crise
comme celle-là pour accélérer la transformation dans l'industrie aéronautique, et tant mieux. Donc, tout ça crée quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de créativité, beaucoup de valeur ajoutée, et surtout de la valeur ajoutée positive et durable. Parce que cette crise, elle nous a aussi fait prendre conscience qu'il y avait des choses dans nos comportements de citoyens ou d'entrepreneurs ou de dirigeants qui devaient être différents. Et que dans nos comportements de tous les jours, il fallait qu'on donne beaucoup plus de sens à ce qu'on faisait et qu'on soit dans une dynamique beaucoup plus durable et j'espère beaucoup plus fraternelle et avec plus de solidarité et plus de sens à ce qu'on fait. Voilà. OK. Alors, merci beaucoup, Jean, pour ce commentaire. Thomas, je voulais vous faire réagir également sur cette partie digitale. Alors, c'est difficile de passer après Jean Muller quand même parce que c'est un bel exposé. Je confirme. Mais je vais rebondir justement là-dessus et je vais me permettre du coup de citer un peu Fabien Galtier. Jusqu'à maintenant, pour nous, le digital, par exemple, dans nos métiers, restauration et tout ça, c'était quelque chose de très abstrait, très compliqué. Et à l'image de Fabien Galtier, en fait, dans chaque échec ou chaque erreur ou chaque complication, on s'en sert pour progresser. Et il a eu plein d'expériences négatives en tant qu'entraîneur, mais par contre aujourd'hui, c'est sans doute un des meilleurs qu'on puisse avoir dans le monde et il est en train de reconstruire l'équipe de France, sans doute suite à tous ces échecs qui l'ont permis de se reconstruire. Et je peux vous assurer que je préfère le voir à la télé que l'avoir croisé sur les terrains plus jeune. Donc voilà, donc moi je pense que la digitalisation aujourd'hui elle est primordiale. Il n'y a qu'à voir ce soir, aujourd'hui, il y a quelques mois ou un an, on n'aurait sans doute pas fait ça, on aurait fait en présentiel. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir mixer les deux. Ça rapproche aussi à distance et ça facilite plein de choses. On a parlé de formation, Nadia Pelfig en a très bien parlé. Je suis aussi vice-président du CFL Blagnac, qui est dans la vente, le service et la restauration. On a d'ailleurs on est en train de passer un accord avec les DCF pour faire intervenir justement des professionnels sur les programmes pour changer un peu de la monotonie ou le côté très strict du programme classique. L'idée, c'est d'avoir des intervenants avec une vision beaucoup plus réelle et pertinente de ce qu'on vit sur nos métiers, dans l'ensemble de nos métiers. Et pareil sur la digitalisation. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir être très, très fort dans les formations, les accompagner, leur faire découvrir et les préparer à la suite parce qu'aujourd'hui, nous, en 6 mois, tout s'est accéléré et la digitalisation, au-delà des réseaux sociaux qui sont un très bon outil pour la communication, pour l'image et pour même la commercialisation, on a plein d'outils. Aujourd'hui, moi, je vous parle de Snapshift en RH, mais qui est aussi un outil énormissime pour nous en termes de productivité par collaborateur. On arrive aujourd'hui à avoir leur productivité à chacun d'eux. On a des outils de caisse aussi qui nous permettent aujourd'hui d'avoir par serveur, par exemple, son chiffre d'affaires, ses stats, son produit le plus vendu. Et tout ça, cette période qui a été un accélérateur pour nous va être un plus énorme et va être une opportunité pour la suite parce qu'on va aller beaucoup plus vite et on va être beaucoup plus pertinent. Donc voilà, donc je confirme un peu tout ce qui a été dit et d'ailleurs avec Patrice Vassal, notre premier entretien sur l'appel d'offres, on l'a fait en digitalisation et ça s'est très bien passé. On peut même se passer l'ensemble des documents et avoir quelque chose de très pertinent et très rigoureux. Très bien, merci beaucoup Thomas. Alors justement, Patrice, il y a une question pour vous concernant G-Events parce que chaque fois que vous êtes en conférence DCF, on vous pose la question du calendrier. Alors, quelles sont les perspectives pour 2022, 2023 et après, notamment pour les congrès toulousains? Oui, alors ça, c'est une très bonne question et une très bonne note d'espoir. Juste avant ça, je réagis sur le digital également parce que de cette crise, pour notre filière, le digital fait partie vraiment de l'innovation qu'on a vécue en quelques mois. Et on a eu recours à beaucoup de startups qui essayaient d'émerger depuis assez longtemps, qui sont devenues en quelques mois de véritables entreprises dans la digitalisation des événements. Donc aujourd'hui, on a des événements qu'on est capable de proposer de manière hybride. Si avant crise, c'était un peu l'exception, aujourd'hui, tous les événements de type congrès, en tout cas, intègrent une notion d'hybridation, c'est-à-dire de digitalisation en complément d'un présentiel éventuel.
Je voulais faire cette parenthèse parce que nous, cette crise, s'il y a bien eu une révolution, elle est sur le digital par rapport à nos métiers. Et je le vis au quotidien. Ça nous a amené, par exemple, à installer en très peu de temps un studio TV dans nos espaces, de manière à ce que des chefs d'entreprise puissent s'adresser à leurs collaborateurs dans un environnement professionnel. Il y a ce qu'on vit ce soir, mais il y a aussi ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus élaborée, en quelque sorte. Et nous, ça nous a poussé à proposer cette offre que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Voilà. J'en viens au calendrier, puisqu'on me pose la question. Donc, oui, effectivement, à partir même, je dois dire, de fin 2021, on a le retour de grands événements, de grands congrès. Chez nous, un grand congrès, c'est plus de 1000 personnes internationales réunies sur le territoire à Toulouse. Et oui, on en a confirmé un bon nombre pour 2022, 2023, 2024, et on en a même confirmé un pour 2028. Donc tout ça pour vous dire qu'on a de la lisibilité et qu'effectivement, que ce soit principalement des congrès internationaux, mais aussi des congrès nationaux. On a de très gros congrès nationaux qui tournent de ville en ville. Aujourd'hui, grâce à l'investissement qu'a fait la métropole, la région et le département, vraiment, on a positionné Toulouse sur le marché international des événements internationaux, puisque jusqu'à avant ça, je vais dire, on n'était pas sur la carte vraiment faute d'équipement. Donc oui, l'espoir, pour le coup, il y est grâce au calendrier, mais plutôt à partir de 2022, vous l'avez bien compris. Très bien. Écoutez, j'ai encore pas mal de questions, mais malheureusement, l'heure tourne, il est 8h15 et je me dois de conclure, donc je ne vais pas pouvoir poursuivre les échanges avec la salle et c'est bien dommage qu'il y avait encore quelques réactions. Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires, vos réactions et vos témoignages sur ces fameuses perspectives de 2021. Évidemment, ça donne envie et je me permets de redonner pour la conclusion la parole à Jean-François Lascou. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, bonsoir. Merci Martin. Alors moi, je voudrais tous vous remercier d'abord de nous avoir accordé autant de temps. Merci beaucoup. La qualité des échanges, je me suis régalé. Enfin, j'espère que beaucoup de gens sont régalés parce qu'on est encore très nombreux. C'est assez rare en fin de parcours comme ça d'être encore très nombreux sur ce genre de manifestation. Bravo pour votre aisance parce que je ne sais pas comment vous étiez il y a 4 ou 5 mois face à des caméras, mais là, vous êtes parfait. Vous êtes facile. Et je voudrais rebondir avec l'histoire du digital parce que c'est le digital qui nous a permis quelque chose d'extraordinaire, c'est d'organiser en l'espace de 2 semaines un calendrier de l'Avent qui va nous permettre de faire gagner à nos DCF des cadeaux chez des commerçants qui ont du mal en ce moment et d'aller faire du click and collect pour remplir un peu leur magasin et leur donner l'envie de s'y remettre. Voilà. Et sans le digital, on n'y serait pas arrivé. Donc, on va avoir un calendrier digital avec du click and collect et encore des mots qu'on ne connaissait pas il y a quelques semaines. Voilà. Donc, je trouve ça super. Je suis un passionné du digital pour ceux qui me connaissent. Hein. Je suis un commercial digital depuis longtemps et puis chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je suis toujours le premier à y aller. D'ailleurs, j'ai partagé le CES en 2018 avec Nadia, avec la CPME, où j'ai encore appris plein de trucs et je suis fan. Voilà. Donc, je pense que notre monde commercial a tout à gagner à s'intéresser aux technologies, au digital, au data mining, à tous ces trucs-là, parce que au final, il va falloir qu'une personne aille voir une autre personne quand le digital n'arrive pas à la convaincre. Voilà. Et c'est là notre place à nous, les vendeurs. Et c'est là qu'on sera les plus forts. Et donc, du coup, comme le dit Jean, il faut des commerciaux d'élite, voilà, des gens cortiqués pour aller aider nos clients à faire les bons choix. Voilà. Encore merci à tous. Je voudrais juste saluer notre équipe là, qui est derrière et qu'on ne voit pas, mais Anna, c'est encore là pour la technique et tout le monde qui s'est battu pour que ça arrive. Et les féliciter encore pour le calendrier de l'Avent qui est arrivé au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et encore merci. Merci Jean-François et bravo à toi. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir.